Merci beaucoup pour ces propos liminaires et pour surtout votre accueil. Voilà. Alors, la notion d'abord étroite, je vais parler surtout de monuments historiques puisque c'est mon métier. Et nous allons nous contenter de ce pan de la conservation, si vous permettez. La notion d'abord étroite de conservation des monuments et des objets d'art s'est beaucoup étendue aujourd'hui et semble d'ailleurs intéresser un public élargi. La prise de conscience d'un devoir de transmission se manifeste désormais à l'échelle nationale et mondiale, accompagnée de mesures d'inventaire et de protection, d'actions de sauvegarde et d'efforts de médiation. Mais ces acquis récents sont le résultat d'une longue histoire, ponctuée d'épisodes incohérents, qui prouvent bien que le concept de patrimoine reste le fruit d'une dialectique complexe de la conservation et de la destruction. Au nom de la modernité, les débats demeurent toujours actuels et la question de l'intégration des créations contemporaines dans un contexte architectural ancien reste notamment posée. Comment s'est développée cette sensibilité française qui permet de constater que le fait de conserver n'est plus réservé à un petit nombre de défenseurs connaisseurs, mais a trouvé progressivement une résonance accrue dans l'opinion et les médias? Quels sont les efforts déployés en France pour mieux assurer la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine? La modernité représente-t-elle un danger ou une formidable interpellation qui oblige les professionnels de la conservation à répondre aux questions: que conserver, pourquoi, pour qui, et comment faire dialoguer le passé et le présent? L'époque actuelle nous y invite, je crois, par sa volonté d'un partage de la culture au sein des sociétés démocratiques. Nous employons aujourd'hui le terme de patrimoine pour désigner tout ce qui semble devoir être conservé, en ajoutant ou en sous-entendant une idée de respect. Mais que signifie à l'origine ce mot patrimoine? Il renvoie à ce bien d'héritage qui descend des pères aux enfants. Composante de la famille, ce bien doit être respecté. L'héritier apparaît comme le dépositaire des biens familiaux. Le mot patrimoine n'évoque donc pas a priori le chef-d'œuvre, mais bien l'idée même de transmission. Quant au mot monument, il vient du latin monere, qui signifie à la fois avertir et remémorer. Le monument constitue donc un repère dans le temps et dans l'espace. Il a un rôle commémoratif. Ainsi se transmet d'une civilisation à l'autre, par exemple, l'usage de commémorer un événement militaire ou une victoire populaire, comme le montre la colonne Vendôme ou sur la place de la Bastille, la colonne de Juillet, édifiée sur le modèle de la colonne Trajane, comme vous pouvez le voir. Le fait que toute société humaine s'inscrive dans le temps et dans l'espace et développe un sens du sacré donne à certains biens ou à certains lieux un statut particulier, un prestige, un attachement, voire un véritable culte. Dans la civilisation judéo-chrétienne, depuis la conservation des tables de la loi et de l'Arche d'Alliance dans le temple de Jérusalem, jusqu'aux reliques vénérées dans nos sanctuaires, la religion enseigne la notion de mémorial. Pour présenter, conserver et vénérer les reliques de la couronne d'épines du Christ, si ardemment désirée et chèrement acquise, le roi de France très chrétien, Louis IX, fait édifier en 1248, au cœur de son palais, la Sainte-Chapelle, une merveille d'architecture qui va produire par son audace technique admiration et respect. Cet édifice a aussi une autre destination, abriter les chartes, c'est-à-dire les archives royales. Par là même, la royauté se dote de symboles monarchiques qui renforcent son pouvoir, sa légitimité et son prestige international. Elle s'affirme ainsi héritière de Jérusalem, Rome et Byzance. Et dans le Paris du XIIIe siècle, la flèche de la Sainte-Chapelle apparaît comme un message spirituel très fort, mais aussi comme un lieu de mémoire et de pouvoir, le cadre d'une commémoration dynastique. Quand la dynastie n'est plus là, la Sainte-Chapelle périclite. Toute valeur symbolique entraîne presque nécessairement des réactions et suscite tôt ou tard des phénomènes d'iconoclasme. Par exemple, dans notre pays, les violents épisodes des guerres de religion entre catholiques et huguenots le prouvent.
Entre 1563 et 1575, l'abbaye de Cluny en Bourgogne, monastère modèle, capitale monastique sans équivalent en Europe, est pillée. A contrario, on relève l'exemple des habitants de Bazas, près de Bordeaux, qui sauvent leur cathédrale moyennant une rançon, montrant leur vénération pour cet édifice qui forge l'identité de leur communauté. Ces attitudes opposées illustrent la formule de mon maître André Chastel qui nous disait « Le patrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice et que sa conservation suppose des sacrifices. » On pourrait relever de très nombreux exemples illustrant le fait que la notion de lieu sacré inspire un sentiment indistinct de propriété collective et donc de devoir de conservation et de transmission. Au contraire, refus de conserver quant à l'attitude qui consiste à raser pour bâtir plus grand, plus beau ou ailleurs, attitude qui procède d'un besoin permanent chez l'homme, créer, inventer. Car détruire dans ces cas-là, c'est faire preuve de modernité. Être à la mode, lancer des nouvelles idées, de nouvelles techniques, mieux répondre aux évolutions des goûts et des besoins de son temps, rivaliser avec son voisin, son concurrent, son ennemi, montrer sa puissance à la fois sociale, financière et politique, et s'affranchir des modèles anciens. Ainsi, bien souvent, les rois de France ne se montrent pas tellement attachés au maintien des ouvrages civils, même fortement symboliques, que la dynastie avait elle-même élevés. De François Ier, qui invite à répudier l'art du Moyen-Âge et fait raser la grosse tour du Louvre, jusqu'à Louis XVI, qui fait abattre le donjon du Palais de la Cité sur le visuel que vous avez vu avant, donjon qui était primordial, c'était le donjon de la monarchie. Eh bien, les exemples sont très très nombreux de manoirs et châteaux, royaux ou seigneuriaux, partiellement ou totalement détruits et remplacés, parce qu'on passe du château forteresse au château demeure. Il ne s'agit plus de montrer sa puissance militaire, mais au contraire son raffinement. Sans parler des ordres de Richelieu, qui a fait détruire bon nombre de châteaux forts pour réduire les risques de rébellion seigneuriale. D'autre part, vous connaissez sans doute la mode de ce qu'on appelle en anglais le Grand Tour, qui était effectué surtout par les jeunes aristocrates anglais. Ce mot Grand Tour est à l'origine du mot tourisme. À travers le voyage qu'il faisait, qui était destiné à la visite des monuments antiques et des trésors artistiques, se forge au XVIIIe l'idée que le passé a aussi une valeur pédagogique. La connaissance du passé peut parfaire l'éducation en offrant une formation esthétique. Elle détermine l'apprentissage du bon goût. Et on assiste donc, dans toute l'Europe, au développement du néoclassicisme. Pardon, il y a une image qui a dû sauter. Bon. Donc là, je voulais simplement vous montrer que Louis XIV a gardé dans le palais que nous connaissons aujourd'hui le premier château, celui qui avait été construit par son père, Louis XIII. Donc je passe maintenant au XVIIIe siècle en vous rappelant que ce grand tour a donné naissance, par la valeur pédagogique des modèles classiques que l'on veut imiter, a donné naissance à toute cette architecture néoclassique qui va se répandre dans toute l'Europe. Ainsi, on assiste à une attitude qui montre que les formes du passé deviennent des modèles à imiter. Et une véritable filiation s'affirme, dont les créations doivent s'inspirer. Mais en France arrivent les heures sanglantes de 1789. Avec rage, les révolutionnaires appellent à la destruction de tout ce qui évoque une société rejetée. Architecture civile et religieuse sont également visées. La convention qui anime et dirige le mouvement révolutionnaire porte son regard sur les monuments. Et, paradoxe apparent, ils ne sont plus considérés comme la propriété d'individus privilégiés et donc honnis, mais le reflet d'une nation tout entière. C'est le 31 août 1794 que fut prononcé le premier discours en faveur de la conservation de notre patrimoine historique. L'abbé Grégoire, député du clergé lorrain aux États généraux, s'indigne devant les destructions qui se multiplient à travers tout le pays. Et il s'écrie « Les monuments doivent être protégés en vertu de l'idée que les hommes ne sont que les dépositaires d'un bien dont la grande famille a le droit de vous demander des comptes.
Les monuments contribuent à la splendeur d'une nation et ajoutent à sa prépondérance politique. Tous les monuments de science et d'art appartenant à la nation sont recommandés à la surveillance de tous les bons citoyens. On ne peut inspirer aux citoyens trop d'horreur pour ce vandalisme qui ne connaît que la destruction. Et là, un tournant décisif se produit, une véritable prise de conscience. Désormais, la conservation des monuments va progressivement être perçue comme une nécessité publique, comme le ciment d'une nation. Mais ce sont désormais aussi des œuvres d'art qui sont dépouillées de leur signification et reconnues volontairement. C'est cette démarche de reconnaissance qui fait la vertu même du trésor. Le patrimoine est d'autant plus considéré que l'on est en période de crise. Il donne du sens, il devient une sorte de valeur refuge. Il engendre ou cristallise une forme de solidarité collective. Mais en contrepartie, la reconnaissance d'un bien comme patrimoine entraîne une limitation du droit de propriété au nom de l'intérêt public. Et en conséquence, l'État, à travers lois et règlements, va pouvoir intervenir dans la gestion des biens patrimoniaux. Détaché de son affectation, devenant une œuvre d'art, le monument existe par lui-même. Il incarne la beauté. Avant, le palais était une demeure somptueuse que l'on habitait. Une église était un lieu où l'on priait. Désormais, ils incarnent une œuvre d'art. Avec Chateaubriand, Balzac et surtout Victor Hugo, les écrivains vont apporter le concours de leur plume pour inspirer une politique patrimoniale. Cette politique est à l'évidence puisée aux sources de la Déclaration des droits de l'homme. Chateaubriand écrit « L'héritage du passé doit être assumé et inspirer les générations présentes. Il doit s'inscrire dans le temps qui passe. » Quant à Hugo, il affirme la supériorité de l'intérêt général et national quand il s'exclame « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. » La politique des monuments historiques se met en place en 1830 avec le ministre de l'Intérieur, François Guizot, qui décide de fonder une discipline rationnelle du patrimoine, nécessaire à toute société reconnaissant l'exigence d'un entretien de la mémoire. Évoquant la force des souvenirs pour le présent, Guizot écrit « J'ai à cœur de faire rentrer la vieille France dans la mémoire et l'intelligence des générations nouvelles, envers cette ancienne société française qui a vécu laborieusement 15 siècles pour amasser l'héritage que nous avons recueilli. » Et il ajoute « Croire que le passé en face du présent, c'est la mort en face de la vie, c'est renier l'honneur du génie humain et son destin. » De 1834 à 1859, Prosper Mérimée, deuxième inspecteur des monuments historiques, va sillonner le pays. Avec lui sont posés les fondements d'un service et va naître la dimension réglementaire de la conservation qui s'accompagne de mesures de protection et de campagnes de travaux. Il va faire procéder à la restauration des monuments de l'ancienne France, notamment avec l'architecte Viollet-le-Duc, qui estime, Viollet-le-Duc disait, qu'un pays qui ne maîtrise pas son passé n'a pas d'avenir. Ce sont, vous le savez, d'abord les édifices médiévaux, reflets du génie national, qui intéressent Mérimée et Viollet-le-Duc. Voilà un exemple avec le château de Pierrefonds, qu'il a pratiquement reconstruit. C'est à cette même époque, vers 1830, et un peu avant même, que naissent les premières associations de sauvegarde, qui vont modifier totalement les mentalités en engageant certains citoyens dans ce combat. L'initiative en revient à un Normand, Arcis de Caumont, qui a voyagé en Angleterre et fonde, sur le modèle des sociétés savantes qui existaient à Londres depuis 1709, une première association, la Société des antiquaires de Normandie. Association qui va essaimer et prendra le nom de Société française d'archéologie, qui existe toujours. En tous les cas, cette impulsion a donné naissance à une pléiade d'associations qui jouent encore aujourd'hui un rôle déterminant, d'autant qu'il est indépendant des pouvoirs publics. Mais à l'opposé, dans ce même premier quart du XIXe siècle, un vent de modernité souffle sur notre pays en pleine croissance industrielle.
Et ce domaine de maison que j'ai longtemps conservé a appartenu à partir de 1818 au banquier Jacques Laffitte, qui avait financé la ligne de chemin de fer, grande nouveauté, Paris-Rouen. Il estimait donc que les chevaux et par conséquent les écuries n'avaient plus aucun avenir, et il fait raser ce bâtiment des écuries qui, pendant 2 siècles, avait été admiré comme étant les plus belles du royaume. Voilà, toujours le balancier entre modernité et conservation. Quant au Second Empire, il est marqué, vous le savez, par de grandes opérations de modernisation. Le baron Haussmann transforme Paris, mais au prix de destruction, parfois bien regrettable aux yeux des historiens, notamment sur l'île de la Cité. Eh bien, ce phénomène, n'est-ce pas ce qui se passe en ce moment sous nos yeux à Pékin, avec la démolition de tout le centre-ville des Hutong pour les remplacer par ce type de bâtiment. En France, à partir de 1959, André Malraux affiche une véritable ambition. Il crée une mission scientifique d'études et de recherche, le service de l'inventaire général, et il met en place une politique tendant à répondre à cette difficile dialectique entre conservation du patrimoine et modernité, entre mémoire et projet. Après avoir expliqué qu'en architecture, un chef-d'œuvre isolé risque d'être mort, en 1962, André Malraux institue la loi de protection du patrimoine, qui est une loi d'urbanisme et qui crée les secteurs sauvegardés. Et s'opposant aux tenants de la table rase, comme Le Corbusier, il rejoint le souhait du poète et critique d'art écossais John Ruskin, mort en 1900, qui réclamait déjà que l'architecture d'une ville puisse émouvoir et non seulement apporter de simples services aux hommes. Dans un article paru en 1968, intitulé « L'histoire après Freud », l'historien Alphonse Dupron écrivait « Le patrimoine contribue au façonnement humain de l'historique, quant au besoin profond de vivre la durée continue ou discontinue. L'attitude patrimoniale apporte donc une contribution capitale à l'acte de transmettre. Elle permet une assimilation du passé. » Alors, où en sommes-nous aujourd'hui en France ? Il y a 43 000 bâtiments protégés au titre des monuments historiques. 33% sont classés, 67% sont inscrits. Ces 43 000 bâtiments appartiennent pour 49% à des propriétaires privés, pour 44% à des communes, pour 4% seulement à l'État et 3% se partagent le reste. Et sur cette liste de 43 000 bâtiments protégés, l'époque contemporaine allant du début du XIXe siècle à nos jours ne représente que 16%. Je vous ai parlé des secteurs sauvegardés. Eh bien, il y a en France 97 villes qui possèdent un secteur sauvegardé, de petits secteurs de 20 hectares comme les villes de Uzès ou Sarlat, à des très grands comme Paris qui possèdent 300 hectares de secteurs sauvegardés, en passant par une quantité de villes, Colmar, Menton, Troyes, Besançon, etc. Partout, c'est le même objectif, conserver un cadre humain et une architecture ancienne et permettre une évolution harmonieuse au regard des fonctions urbaines contemporaines. Parmi les retombées positives de ces dispositifs, signalons le fort développement culturel et touristique que ces mesures de mise en valeur ont entraîné. Par exemple, avec la mise en place du label Ville d'art et d'histoire, il y a aujourd'hui 130 villes qui ont ce label. Nous avons aussi maintenant de nouvelles mesures de protection qui s'appellent les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Dans notre jargon, ça donne ZPPAUP. Et il y en a plus de 600 en France. Autre étape capitale, en 1972, sous l'égide de l'UNESCO, signature de la Convention du patrimoine mondial. Désormais, il est question de la sauvegarde des œuvres d'intérêt universel, témoignage de la culture de l'homme à travers le temps et l'espace. Et surtout, l'UNESCO réunit deux conceptions. L'environnement naturel est lié au monument et le monument agit sur son environnement. La liste intéresse 148 États,
comporte à ce jour 890 biens, dont la moitié sont en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, en Tunisie, je fais pas mal de formations en Tunisie, alors c'est pour ça que je vous montre ça. Voilà, ça peut être patrimoine naturel, patrimoine culturel, ou ça peut être les deux. Voilà. On y trouve aussi, sur cette liste du patrimoine mondial, des exemples de reconstruction, comme celle de la ville de Varsovie, car ce cas illustre l'efficacité d'une volonté sans faille d'une nation qui, en 5 ans, a méticuleusement reconstruit le centre historique de sa ville. Alors, conservation et modernité, comment sortir de cette opposition apparente ? Si la notion de conservation des monuments a évolué au cours des siècles, comme j'ai essayé de vous le montrer, elle revêt depuis peu, en effet, une importance mondiale. Est-ce au détriment de la faculté de création ? Quels sont les exemples réussis d'une intelligente cohabitation entre esprit conservateur et esprit novateur ? Le patrimoine ancien peut-il contribuer au développement d'une économie et d'une société moderne ? Que font les principaux acteurs publics institutionnels et les citoyens engagés dans cette cause pour réconcilier conservation et modernité et assumer cette mission essentielle, transmettre ? Bien sûr, chaque période dans chaque pays connaît des exemples de querelles entre anciens et modernes. La comparaison entre antiquité et modernité pour les lettrés de la Renaissance était une condition de liberté d'esprit. Au XVIIe siècle, déjà, le philosophe cartésien Malebranche disait que la conservation n'est qu'une création continuée. L'emploi du terme modernité est revendiqué à la fois par Balzac, Chateaubriand et Baudelaire. Pour Baudelaire, il l'associe dans l'art à la notion de fugitif, de transitoire. Et il l'oppose à l'éternel, à l'immuable. Mais si nous revenons à Eugène Viollet-le-Duc, mais cette fois-ci le théoricien, il recommandait à ses élèves d'étudier les bâtiments du passé, non pour les copier, mais pour en déduire le principe original. N'est-ce pas ce qui se passe, conservation et création, dans le cas de la Grande Arche de la Défense ? Par ce geste architectural, marquant l'axe historique dont l'origine est la statue équestre de Louis XIV, vous savez qu'un concours a été lancé, qu'il y a eu plus de 400 projets, que le lauréat, l'architecte danois Johan Otto van Spreckelsen, a choisi la forme que vous venez de revoir. Les travaux ont débuté en 1985 et l'inauguration a eu lieu en juillet 89, fête du bicentenaire de la Révolution française. On a fait du chemin depuis notre abbé Lenoir. Conservation et création, cette même attitude est prônée par le grand architecte contemporain Riccardo Bofill, qui se vante de se référer sans cesse au génie du grand architecte de la Renaissance italienne, Andrea Palladio, mort en 1580, lequel, lui, avait repris les modèles de Vitruve, architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, auteur d'un traité fondamental sur l'architecture. Réutilisation à Angers, geste architectural contemporain en face de la cathédrale d'Amiens, la maison de verre, très contestée. Voilà ce que j'ai relevé dans un article de presse récemment. C'est le travail de Riccardo Bofill pour AXA, dans un hôtel particulier parisien. Donc, influence et référence ne signifient donc pas amour austère ou stérile de l'Antiquité, mais plutôt respect des connaissances et des apports des anciens. Rappel des références dans ce discours admirable d'André Malraux le 25 août 1959 à Brasilia, la ville utopique dessinée par Lucio Costa et l'architecte Oscar Niemeyer. André Malraux s'écrit en voyant cela, c'est la résurrection du lyrisme architectural né avec le monde hellénistique qui faisait rêver César à Alexandrie. Niemeyer, vous le savez, est l'architecte qui est l'auteur du bâtiment de la place du colonel Fabien, siège du PCF. Eh bien, il a esquissé cet édifice dès 1965, l'a achevé en 1980, et ce bâtiment est aujourd'hui classé monument historique. Voilà, c'est en faisant entrer les monuments dans la vie de nos contemporains que leur conservation a le plus de chances d'être assurée.
Souvenez-vous de la bataille autour du projet de la gare d'Orsay. Voilà ce que Le Corbusier avait proposé. Raser la gare d'Orsay et bâtir ce grand grille-pain. De la gare, voilà ce que l'on a retenu. Et voilà ce que l'on en a fait. Autre grande bataille, le Louvre. Bataille plus récente, les colonnes de Buren, qui viennent d'être restaurées à grands frais et inaugurées très récemment par le nouveau ministre de la Culture. En passant de l'attitude de simple conservation à celle de mise en valeur, les spécialistes ont imposé la notion de réutilisation du patrimoine monumental comme meilleur moyen d'assurer son avenir par son intégration économique, culturelle et sociale. Et une vraie politique de dialogue et d'ouverture s'est mise en place. Les exemples sont très variés et dans l'ensemble assez convaincants, et les enquêtes montrent que l'opinion publique a une préférence affirmée pour des modes de réutilisation respectueux de l'identité première de l'édifice. Alors je vais me risquer un petit peu dans le domaine du patrimoine hospitalier en évoquant Tonnerre, la Maison Dieu fondée en 1293, qui a été classée dès 1862 et qui est aujourd'hui un musée, ou en évoquant la Vieille Charité à Marseille, très bel ensemble XVIIe, classé monument historique en 1951, et dont la rénovation a entraîné le renouvellement total du fameux quartier du Panier. Il y a ici, je sais, beaucoup de Marseillais. Quant aux hospices de Beaune, haut lieu du tourisme culturel depuis de très longues années. Autre exemple de réutilisation, on a créé des centres culturels de rencontres et le cas de la Saline d'Arc-et-Senans est particulièrement représentatif de la politique qui a été lancée à partir de 1971 par le ministre de la Culture Jacques Duhamel, voulant montrer que patrimoine et création sont faits pour s'entendre. Aujourd'hui, il y a 43 centres de rencontres, regroupés d'abord dans une association et maintenant dans un réseau européen qui compte 12 pays. Dans chacun des monuments est développé un projet artistique contemporain, original, conçu en osmose avec le lieu pour le faire vivre dans notre époque. Ces lieux de mémoire accueillent des chercheurs, des artistes et deviennent des lieux de communication et de création. Autre exemple, l'abbaye de Fontevraud qui est passée par beaucoup de stades avant de retrouver sa splendeur. Elle a été notamment pendant de longues années prison. Alors permettez-moi maintenant de dire juste quelques mots des efforts et expériences qui ont été menés au sein de l'établissement public dans lequel j'ai servi pendant plus de 3 décennies, qui s'appelle le Centre des Monuments Nationaux. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, direction de l'Architecture et du Patrimoine, cet établissement a été créé au début du XXe siècle avec mission essentielle, l'ouverture au public des monuments et des sites appartenant à l'État. Il gère une centaine de lieux allant de sites préhistoriques ou antiques comme Glanum en Provence, jusqu'à des créations XXe siècle, comme cette villa Savoie réalisée à Poissy par l'architecte Le Corbusier pour la famille Savoie. Donc, personnellement, j'ai géré pendant quelques années le château d'Azay en Touraine. La priorité pour moi, quand je l'ai repris, parce que c'était dans des conditions très difficiles, le domaine qui avait été acquis en 1905 par l'État avait été tellement délaissé qu'un milliardaire italien proposait de le racheter à l'État, ce qui faisait terriblement honte à Jacques Lang, qui était le ministre de l'époque et également maire de Blois. Donc il m'a envoyé là-bas comme pompier et la priorité a été pour moi de définir évidemment d'abord en urgence et de mettre en œuvre de lourds travaux de restauration qui ont été conduits par l'architecte en chef des monuments historiques. Nous avons essayé de rester toujours dans la tradition des meilleurs savoir-faire anciens, mais aussi d'utiliser tous les apports des dernières techniques. À côté des travaux de restauration, je me suis efforcée de mettre en place rapidement aussi des médiations contemporaines, en utilisant aussi là toutes les techniques d'aujourd'hui, et en faisant réaliser notamment une mise en lumière qui permet des parcours de visite nocturne, source d'émotions oniriques, car l'architecture est en scène d'une manière différente que dans la journée. Dans la journée, j'avais proposé des visites d'un genre un peu nouveau pour transmettre l'histoire des lieux de manière plus vivante, en recourant à des comédiens professionnels qui emmenaient le public
dans la découverte des lieux. Non loin du château d'Azay, exemple totalement différent, en pleine campagne poitevine, dans un édifice fin Renaissance, château d'Oiron, édifice qui contient d'admirables décors et boiseries peintes et sculptées, qui sont classés monuments historiques, eh bien là, le ministre de la Culture, en 1980, a décidé de ne pas jouer la solution habituelle et classique de la reconstitution de pièces remeublées, mais au contraire de raviver l'une des fonctions remplies par les humanistes seigneurs d'antan, même sur leurs terres les plus éloignées de la cour, être des lieux de création. Alors, ça donne lieu à un certain nombre de créations contemporaines, même dans la grande salle du roi, etc. Et voilà ce que l'on découvre au château d'Oiron. Donc, désormais, les artistes ou créateurs contemporains sont invités dans la plupart des monuments. L'ancien ministre de la Culture et ancien patron de Beaubourg, Jean-Jacques Ayagon, maintenant président de l'établissement public de Versailles, introduit à Versailles un peu de force cette politique qui plaît à certains, surtout quand c'est dans le parc, et choque beaucoup d'autres quand c'est à l'intérieur. Dans le cas de monuments définitivement endommagés par les ravages des guerres ou des révolutions, comme la puissante abbaye de Cluny, merveille novatrice au temps de sa création, il y a 1100 ans, source essentielle de l'architecture sacrée et unique ensemble de sculptures romanes, quelle solution adopter ? Depuis 1901, Cluny est le foyer de formation de l'École supérieure des arts et métiers. Et de 1928 à 1950, l'université américaine d'Harvard a fait procéder à des fouilles remarquablement conduites pour retrouver le plan du gigantesque édifice. Aujourd'hui, donc, les technologies du XXIe siècle permettent de croiser les compétences des uns et des autres et aboutissent à la création d'une visite virtuelle en 3D qui permet de donner aux visiteurs, au-delà des ruines qui ont été confortées et du savoir traditionnel, une lecture de cet ensemble monumental à travers des images de synthèse. Mais pourquoi conserver ? Pour qui conserver, sinon pour transmettre ? Pour cela, bien sûr, il faut faire vivre. Nous devons transmettre des pierres vivantes qui apportent de l'émotion. J'ai été pendant très longtemps en charge de ce château du XVIIe siècle, le château de Maison-sur-Seine. La ville s'appelle aujourd'hui Maison-Lafitte, qui se trouve au bordure de la Seine, à côté de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Ce lieu a été ouvert à l'utilisation commerciale sous forme de location de salons pour des réceptions et séminaires, illustrant la volonté de donner au monument une place dans la vie économique actuelle et en cherchant même une forme de rentabilité. Là aussi, j'avais pour mission de le restaurer, pour le conserver. J'héritais d'un monument totalement vide, donc j'ai essayé de le remeubler. Mais surtout, j'y ai développé beaucoup d'actions de formation à l'intention des enfants de tous âges et de toutes catégories pour leur apprendre à regarder. Pour comprendre l'architecture, il faut d'abord la regarder. Nous avons fait beaucoup d'actions en faveur des enseignants de tout niveau, depuis la maternelle jusqu'au bac. Et nous avons également proposé de nombreuses formes d'accueil et d'échange aux établissements hospitaliers voisins, avec bien sûr une méthodologie adaptée et basée essentiellement sur le ressenti. Susciter et partager des émotions en mêlant architecture, musique et danse pour appréhender de manière sensible volume et espace et comprendre l'architecture. C'est un lieu qui se prêtait beaucoup à des festivals, à de nombreuses expositions historiques. Mais je me suis fait aussi un devoir de beaucoup valoriser les métiers du patrimoine par des expositions, rencontres vivantes pour montrer et mettre en valeur le travail des restaurateurs et des artisans d'art. Bien sûr, de nombreux artistes contemporains y ont été maintes fois invités. Je dois dire que mon point de vue personnel est qu'il est préférable de respecter les décors historiques et de réserver des espaces plus neutres pour y présenter les créations contemporaines, afin de ne pas entrer en contradiction, mais au contraire établir des relations susceptibles de procurer des émotions durables en harmonie avec les lieux. Alors ce château a une histoire particulière. Il a été copié 2 fois. Une fois au XIXe siècle, vous le voyez en bas, et une fois, il y a 5 ans, par un Chinois qui est venu incognito visiter quelques châteaux en France parce qu'il avait l'idée de faire un monument
français, à la gloire de la France, mais surtout à la gloire de la Chine du XXIe siècle et en prévision des Jeux olympiques de Pékin. Alors, il a fait construire à moins d'une demi-heure de l'aéroport de Pékin cette copie quasi conforme du château de Maison. Alors, je pense qu'on peut aussi parler de transmission dans ce cas-là. Le château de Franconville, qui se trouve en bas, qui a été donc construit au XIXe siècle, a une histoire un peu plus triste, et je vais peut-être vous demander votre aide, parce qu'il est géré actuellement par un hôpital qui a construit à l'arrière un bâtiment terriblement laid et qui n'entretient pas ce bâtiment 19e qui est totalement à l'abandon et vandalisé. Voilà l'histoire d'une transmission que, je pense, l'architecte François Mansart, qui a bâti Maison dans les années 1640, ne pouvait pas imaginer. Alors, je vais rester sur une note optimiste à la fin, car je suis une optimiste du patrimoine. Les combats qui demeurent sont nombreux, ils sont urgents. Nous les confions aux jeunes générations que nous essayons d'intéresser. Et nous avons entre nous monté cette petite action souvent qui s'appelle Monument Jeux d'enfants, qui est annoncée par voie d'affichage. Et entre nous, nous l'appelons Prosper, ce petit personnage, évidemment en référence à notre cher Prosper Mérimée, qui a fondé le service des monuments historiques. Alors je pense que les principaux efforts que Prosper doit continuer de développer sont les suivants, qui sont urgents. La formation des élus. Dans le domaine du patrimoine, il y a tout à faire. Le soutien aux métiers qui assurent le maintien des savoirs anciens, indispensables dans notre discipline. Chercher des solutions pour résoudre le problème de l'avenir du patrimoine religieux dans un pays autrefois couvert d'églises et de chapelles qui sont aujourd'hui délaissées. Sensibiliser nos concitoyens à la fragilité de notre patrimoine paysager, qui est de plus en plus dénaturé par l'agression de toutes sortes d'horreurs, de panneaux publicitaires, d'éoliennes, paysages banalisés par des constructions médiocres, etc., etc. Alors, bon courage, Prosper.